Chers visiteurs du Salon Prime Vert, chers internautes, bonjour. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Christophe Hanna pour la sortie de son livre Sauvons la vie. Merci Bonjour Pascal. Jean-Christophe. Aujourd'hui, on a une conclusion qui est assez dramatique. Production, consommation, pollution. Toi, tu proposes justement des solutions pour aller changer le paradigme. Peux-tu nous dire, dans les grandes lignes, quelle est ton ambition justement ? Alors je ne propose pas forcément des solutions, elles ne sont pas magiques. Je propose une solution, à savoir reprendre en main notre destin, recouvrer notre souveraineté pleine et entière. Et donc c'est aujourd'hui à nous, citoyennes et citoyens, le peuple finalement, de recouvrer sa souveraineté, de s'inscrire dans une véritable démocratie et surtout de respecter le vivant. Donc c'est un projet, une utopie éclairée qui part, on va dire, des territoires, en se basant sur l'ensemble des alternatives, à la fois les écovillages, les écolieux, les fermes bio, les AMAP, les recycleries, les selles, enfin tout ce microcosme qui existe déjà à l'état d'embryon et qui n'est peut-être pas suffisamment interconnecté pour se préparer à la résilience collective locale et systémique sur les chocs liés à l'effondrement et également avec cette ambition de viser une émancipation politique par rapport à l'État-nation. Voilà. Donc avant de parler de tous ces systèmes, Ouais. aujourd'hui tu ferais quel constat ? Est-ce qu'il y a vraiment un espèce de monde parallèle qui se met en marche ? Ouais. Ou est-ce que c'est vraiment embryonnaire ? Ou est-ce que c'est vraiment sous-jacent et ça va exploser ? En fait, ça fait un petit moment que ça se développe. Les écolieux, les écovillages notamment se multiplient, les réseaux d'AMAP, les fermes bio, mais ce sont souvent des unités, des îlots qui dépendent de réseaux nationaux et qui, à l'échelle d'un territoire, ne communiquent peut-être pas suffisamment entre elles. Tu as des exemples justement de réseaux nationaux qui... De réseaux nationaux comme la coopérative Oasis D'accord. pour les oasis, D'accord. les oasis de vie, les oasis de service, donc finalement les écolieux et les écovillages. Une ferme bio peut appartenir à Terre de Liens, peut dépendre ou avoir été créée grâce à Ferme d'Avenir, mais finalement entre cette ferme bio et cet écovillage, ils peuvent se connaître et se côtoyer évidemment sur le même territoire, mais sans nécessairement avoir imaginé une résilience collective. C'est-à-dire qu'un écolieu va peut-être viser sa propre autonomie, sa propre autosuffisance alimentaire, énergétique, mais peut-être n'avoir absolument rien prévu déjà au niveau collectif, mais non plus au niveau hydrique, économique, financier, sociétal, politique. Voilà. Donc toi, tu les appelles à se mettre en lien ? Oui. Ce qu'on pourrait appeler une sorte d'archipel ? Exactement, d'où le nom de l'archipel du vivant, notre projet, c'est effectivement de se dire que les îlots existent aujourd'hui, mais de créer du lien entre eux, d'être un catalyseur, un booster finalement, pour permettre à ces initiatives alternatives concrètes qui existent aujourd'hui d'avoir un projet social, sociétal commun. Mais tu es bien placé, je pense, pour le savoir. Il y a le facteur humain, Oui. le PFH. Oui. Comment on arrive à dépasser ce facteur humain pour que ces gens se parlent, travaillent ensemble, Ouais. coopèrent ? Ouais. Alors ça c'est une vraie question, j'ai moi-même une expérience de 4 mois dans un éco-village et je suis parti en raison de ce PFH qui peut aussi être un précieux facteur humain, tout dépend comment on l'appréhende. Maintenant ça fera partie évidemment de l'équation, à nous d'essayer de créer cet aspect relationnel ou plutôt de lui octroyer autant de temps et d'attention que l'aspect opérationnel. Donc le lien humain, et nous avons cette ambition aussi de créer des événements pour que ces personnes se rencontrent, se côtoient dans un climat, on va dire, convivial, pour créer du lien au-delà juste du projet politique. Ça veut dire travailler sur soi, avoir une Oui. démarche spirituelle. Quels Ouais. sont tes propos à ce sujet avant de faire ensemble, d'avoir une relation sur son état d'équilibre ? Oui, alors moi j'en appelle justement à une révolution, alors pas une révolution armée comme celle de 1789, mais vraiment une révolution au service du vivant et une révolution qui soit finalement intérieure. Comment je travaille sur mon écologie intérieure et sur mes conditionnements, une révolution philosophique. Qu'est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons nous autoriser à faire en sortant de nos croyances limitantes, et une révolution politique de se dire que l'autogestion dans un mode de fonctionnement d'essence anarchiste est une solution aujourd'hui à l'échelle territoriale pour justement de manière concrète reprendre une forme de responsabilité, aussi assumer une forme de responsabilité collective pour œuvrer ensemble. Donc ça rejoint un peu la définition de Patrick Vivray, travail personnel, travail sociétal. Oui, tout à fait. Ouais. Et en quoi ça se démarque du travail de Patrick Vivray, pardon ? Je sais pas trop. Non, mais il y a cette dimension d'archipel qui nous rejoint de toute façon, qui nous réunit, pardon. C'est aussi l'archipel de... alors j'oublie le nom de cet auteur des îles. Glissant ? Oui.
exactement. Donc c'est vraiment cette dynamique, hein, D'accord. et de penser plutôt archipel avec cette métaphore marine que continentale, et donc de se dire que voilà, ces îlots existent et maintenant il faut créer les voiliers, les bateaux qui permettent d'aller d'un îlot à l'autre et de créer un univers, un archipel d'îlots. Tout à l'heure, tu as dit qu'il y avait des initiatives sur les territoires. Alors aujourd'hui, on voit bien que ça a du mal à remonter au niveau national. Ouais. Comment tu arrives à agréger toutes ces initiatives pour justement que ça ait plus d'ampleur, plus de puissance? Alors pour l'instant, c'est difficile de te répondre parce que c'est ce que nous allons initier cette année. Donc c'est la deuxième étape de notre projet justement. Et Quand donc, tu dis nous, c'est qui nous? alors c'est les 10 personnes qui avec moi œuvront pour l'archipel du vivant. Et donc la deuxième phase de notre projet après le site que nous avons créé qui agrège un certain nombre d'informations sur le monde alternatif, c'est justement d'aller initier 2 biorégions pilotes à la fois dans le Périgord vert et en Côte d'Armor, et donc d'aller à la rencontre de ces différents acteurs. Il y a des réseaux aussi de particuliers qui se créent aujourd'hui et qui visent justement la solidarité, la coopération, l'entraide, qui sont les réseaux Solaris, La Vague. Donc aujourd'hui, il y a vraiment quelque chose qui nous permet d'être enthousiastes par rapport à la réalisation concrète. Simplement, on ne fera pas sans eux. Donc si dans un territoire on arrive et que les collectifs, les acteurs, les individus n'ont pas envie d'y aller vers cette résilience collective, on ne pourra pas le faire sans eux. Donc c'est vraiment quelque chose que l'on va expérimenter de manière concrète cette année, et on va essayer aussi de travailler sur un espèce de canevas ou de modus operandi qui permettrait à d'autres biorégions de se lancer sans forcément que l'archipel du vivant soit partout. D'accord, mais là j'imagine que tu parles à des convaincus, des militants. Ouais. Comment tu arrives à élargir le cercle pour aller chercher une autre partie de la population française, notamment après ce Covid où on voit beaucoup de fractures, de divisions? Comment tu arrives à faire sens autour de tout ça? Alors nous, c'est un parti pris vraiment assumé, d'œuvrer et d'essayer de fonder cette dynamique sur les acteurs déjà engagés, avec l'idée que derrière, on va embarquer. On n'est pas dans une dimension d'essayer de convaincre tout le monde, on va essayer plutôt d'inspirer et d'embarquer en nous appuyant sur les acteurs qui sont déjà engagés. Maintenant, comme je le disais à l'instant, avec les réseaux Solaris et La Vague, on voit effectivement que les clivages créés par la gestion du Covid ont créé chez beaucoup de personnes, qu'elles soient anti-vax ou pas, un sentiment d'urgence, un sentiment de défiance par rapport au pouvoir et par rapport au système dominant qui nous écrase et qui s'autoritarise quelque part. Et donc, il y a, je pense, un terreau plus fertile encore que par le passé pour que ces individus s'associent à une démarche collective des acteurs alternatifs. Tout à l'heure, tu as parlé d'autonomie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu invites les Français à créer des îlots autonomes. Ouais. Mais quelle est parfois la nuance entre l'autonomie, l'autarcie, le survivalisme? Quel est ton point de vue là-dessus? Alors déjà, notre démarche n'est absolument pas survivaliste, puisque même si je suis effondriste, quelquefois on fait l'assimilation un peu rapide entre les deux. Nous sommes conscients des risques liés à l'effondrement de notre civilisation, mais justement, nous visons l'entraide. Donc cette résilience, elle est collective, elle est locale, elle est systémique. Elle est surtout pas chacun pour soi dans un bunker avec des armes. C'est surtout pas cette vision-là. Maintenant, entre autonomie et autarcie, bon après, l'autarcie c'est aussi un repli sur soi. L'idée, c'est le courant d'inspiration, c'est le municipalisme libertaire de Murray Bookchin, c'est le Rojava, qui est un exemple concret depuis 2014 de cette utopie qui est réelle aujourd'hui. Et donc de la même manière que nous nous inspirons du Rojava, nous essayons que demain des Sri Lankais, des Japonais, des Chiliens s'inspirent de ce que nous aurions lancé en France. Tu peux juste nous réexpliquer le Rojava, Ouais. parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas. Oui, mais je me suis aperçu sur le salon que effectivement j'ai tendance à le citer et toujours m'assurer que les personnes en face connaissent. Donc le Rojava, c'est ce territoire kurde en Syrie. La Syrie qui quelque part, à mon sens, a accueilli quelque part une forme de troisième guerre mondiale. Et les Kurdes, et notamment les Peshmerga, donc les soldats kurdes qui ont contribué à bouter Daesh en dehors de ces enclaves, derrière ont proposé à l'ensemble des peuplades qui vivent au Rojava, puisqu'il y a pas mal de peuplades et de confessions religieuses aussi, entre les Turkmènes, les Syriaques et les Kurdes, ont proposé un modèle proche de celui donc de Bookchin, puisque Abdullah Öcalan, en prison, a eu un échange on va dire par lettre avec Murray Bookchin, et qu'il a souhaité créer concrètement cette utopie avec des assemblées citoyennes tirées au sort, égalité femmes-hommes, respect des 3 confessions, respect des 3 langues. Même dans les manuels scolaires, on a la possibilité d'avoir les 3 langues qui sont parlées. Et donc l'idée, dans un territoire qui est peu propice, puisque c'est quand même un territoire de guerre, on a là une réalisation concrète qui n'est pas reconnue par les grandes puissances, parce que c'est une alternative au système dominant actuel.
Alors justement, on va revenir en France. Tu parles de politique là. On est quelques mois avant les élections, au moment où on enregistre cette vidéo. Ouais. On voit bien que toi, tu essayes de créer de l'archipel, du lien, alors que tous les mouvements qui, on va se dire, socialistes, écologiques, en tout cas, qui visent une autre société, n'arrivent pas à se réunir. Donc là, on voit bien qu'il y a une dichotomie entre ton discours, la base et la politique. Comment on arrive à faire cohabiter ces ambitions que tu as, Ouais. ces appels de la société et Ouais. cette défiance à l'égard du politique? Alors moi j'ai voté toute ma vie et ça fait 2-3 ans que je me suis découvert anarchiste un peu sur le tard. Aujourd'hui je ne voterai plus, c'est un choix assumé. Je ne crois plus au Père Noël, le grand soir électoral pour moi n'arrivera jamais. Et même si un candidat, une candidate de la grande gauche, on va dire, entre Mélenchon, Jadot, Taubira et Hidalgo devait se qualifier pour le deuxième tour, et on en est loin aujourd'hui malheureusement, ça ne changerait pas grand-chose à mes yeux. Donc je préfère aujourd'hui construire ce monde en parallèle, en imaginant, encore une fois, c'est un pari, que ce système qui est fondé sur l'État-nation, sur les métropoles, sur les grandes villes, s'écroule lors de ce stade ultime de l'effondrement et de permettre l'émergence de cette société nouvelle en parallèle. C'est quoi pour toi être anarchiste aujourd'hui? Anarchiste déjà, c'est se rapprocher directement de la vraie démocratie en fait. La démocratie directe, le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. On ne l'a pas réellement testée, expérimentée. Elle existait peut-être à l'époque athénienne, et encore, les femmes et les esclaves ne participaient pas au débat. C'est vraiment de redonner la souveraineté, de passer de l'élection par le vote à l'élection par le tirage au sort. On assimile souvent dans nos démocraties, qui ne sont pas des démocraties, ce sont des républiques, la démocratie au vote. Or, en fait, on abandonne le pouvoir pendant 5 ans, pendant 6 ans au niveau des mairies. Et finalement, les élus ont un mandat et se trouvent légitimes pour exercer et appliquer la politique qui leur va bien, quelles que soient les promesses qu'ils ont pu tenir pour être élus. La démocratie, ça part du peuple. Et donc ce sont des délégués qui finalement ne sont que des représentants à l'instant T. Et déjà, représentants, on parle de démocratie représentative. En quoi aujourd'hui la démocratie française est représentative de la population? Puisque on l'a souvent dit au moment du mouvement des Gilets jaunes, il y a très peu aujourd'hui d'ouvriers, d'ouvrières, je ne sais même pas s'il y en a à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Donc les élus qui aujourd'hui, et encore une fois, malheureusement, ces chambres ne font que valider les propositions de loi du gouvernement, en quoi ces chambres sont représentatives de la population française. Mais justement, tu dis que tu comptes sur que le système s'effondre, mais aujourd'hui le système repose sur l'élection. Oui. Donc comment on articule les deux en fait? Parce que si on ne vote pas, ça ne changera pas. Ouais. Donc comment on articule cette... Nous, encore une fois, c'est le pari que de toute façon, l'effondrement civilisationnel est en cours, il est inéluctable puisqu'il a commencé, avec notamment, et ça c'est aussi, on va dire, le combat au cœur de l'archipel du vivant, c'est l'effondrement du vivant. Et il y a évidemment le réchauffement climatique, il y a un certain nombre de dominos, j'en ai listé 12 dans mon précédent livre, et donc aujourd'hui tous ces dominos sont de plus en plus en train de vaciller, et pour ce qui me concerne, je considère que même la gestion du Covid est un accélérateur de ce que j'appelle la phase ultime de l'effondrement, la phase finale, et que le stade ultime, le moment où ces dominos s'entrechoquent, c'est dans les années qui viennent. Et moi je souhaite l'effondrement. Alors quelquefois on me dit mais tiens c'est bizarre parce que l'effondrement on aimerait l'éviter, on aimerait voilà. Je le souhaite pas pour les dommages collatéraux qui vont être très lourds et notamment en vie humaine, mais je le souhaite pour que les conditions d'habitabilité de la planète restent préservées ou en tout cas autant que faire se peut, et que les conditions de vie sur Terre soient préservées et que l'on puisse encore reconstruire. Et peut-être que cet effondrement est aussi quelque part une forme de claque salvatrice pour que l'espèce humaine collectivement, et notamment les pays occidentaux bien sûr, se rendent compte de la non-soutenabilité de notre civilisation. Et pour finir et conclure cet entretien, pour que les gens soient plus résilients, qu'est-ce que tu invites à faire très concrètement aux gens qui nous regardent aujourd'hui ? Alors plus résilient, alors ça peut commencer par plein de petits gestes, même si ces petits gestes, à titre personnel, je me les ai tous auto-appliqués, mais non pas en me pensant sauver le monde, ni sauver le vivant, mais plus pour me regarder dans une glace et pour être aligné avec mes valeurs. C'est quoi ces petits gestes? Alors moi, en 5 ans, je suis devenu vegan, antispéciste, locavore, minimaliste, j'ai banni l'avion, le plastique. Aujourd'hui, j'ai abandonné même toute activité rétributive classique. J'ai liquidé ma société il y a 2 ans et demi, et donc aujourd'hui, je consacre ma vie à cette utopie éclairée, le projet que nous portons, en me disant que voilà, pour mes enfants, pour le vivant sur Terre, j'ai le devoir, quelque part, une responsabilité d'œuvrer et de tout donner pour permettre que la situation, tout en gardant une forme de joie et d'amour et de bienveillance, soit la moins chaotique possible. Jean-Christophe, merci.
Merci J'invite Pascal. tous les internautes à acheter ton livre. Chers visiteurs du salon, chers internautes, je vous souhaite une belle fin de journée. Au revoir. Au revoir.